Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre magazine, le Top Presse. Notre invité du jour, depuis qu'il a quitté la RDC en 1977 pour aller étudier à l'étranger, n'y a plus jamais vécu. Mais il revient souvent, depuis 25 ans, au moins une fois par an, c'est ce qu'il nous a dit. L'année dernière, j'y suis même retourné 4 fois, comme pour dire qu'il connaît très bien le pays. Il souligne que quand il rentre, il va dans presque toutes les provinces pour rester au contact avec les siens. Haut fonctionnaire de la Banque mondiale depuis 1992, il y a 24 ans, après avoir été représentant résident sur le continent, il couvre depuis Washington l'Asie et l'Europe de l'Est. A souligné que c'est en tant que Noël Tchani, c'est son nom, et non en tant que fonctionnaire de la Banque mondiale qu'il s'exprime aujourd'hui. Son statut qui ne lui permet pas encore de l'annoncer, mais on lui prête l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Pour, comme il le dit lui-même, diriger le Congo autrement. Monsieur Noël Tchani, bonjour. Bonjour Christian. Pour vous interroger aujourd'hui en direct des studios de La Voix de l'Amérique ici à Washington, La Voix de l'Amérique que nous tenons particulièrement à remercier, je ne serai pas seul puisque j'ai à mes côtés Eddy Isango de La Voix de l'Amérique ici à Washington et en duplex des studios Top Congo FM à Kinshasa, Paulette Kimuntu Kimpiob de Congo Web Télévision ainsi que Eric Ambago de Top Congo FM. Monsieur Tchani, vous êtes aussi le père d'un plan Marshall pour la RDC. 800 millions de dollars pour la reconstruction et le développement de la RDC à débloquer sur une période de 15 ans. Un plan Marshall que vous proposez de mettre en place si vous êtes élu. Uniquement si vous êtes élu? D'abord, je voudrais corriger, ce n'est pas 800 millions de dollars, c'est 800 milliards de dollars sur 15 ans. Effectivement, quand on écrit donc une vision de développement, il est important que cette vision soit mise en œuvre au profit donc de son pays. C'est ce que j'ai voulu faire en utilisant toute l'expérience accumulée en travaillant non seulement dans le secteur privé, dans les banques à New York, mais aussi pendant 25 ans à la Banque mondiale, ayant aidé plusieurs pays à concevoir leur propre stratégie de développement, à les mettre en œuvre. Je pense que je suis mieux équipé pour pouvoir préparer une vision pour mon pays et c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, je voudrais vous présenter ici le plan dont il est question est publié donc dans ce livre qui vient de sortir qui s'appelle donc La force du changement. Nous allons revenir sur ce plan Marshall. Oui. Mais je repose ma question. Ce plan Marshall, vous l'avez réalisé pour le mettre en pratique uniquement si vous êtes élu? Je l'ai rédigé pour qu'il soit mis en œuvre si je suis élu, mais je pense aussi que c'est un plan qui est publié et qui est disponible à la population congolaise et qui peut être mis en œuvre même si je ne suis plus vivant. Nous allons reparler de ce plan, mais à vous poser la question, j'attendais une réponse qui est désormais claire. Si vous êtes élu, donc vous avez, c'est le point sur lequel nous allons démarrer cette émission, le volet politique. Vous avez donc l'ambition de vous présenter à la présidentielle. Je pense que c'est tout à fait normal en tant que citoyen donc, de la RDC et qui voit le pays dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Tout un chacun de nous doit se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le sortir de la situation chaotique. Et moi, personnellement, j'ai de l'expérience, j'ai le niveau d'éducation requise, j'ai l'intégrité qu'il faut et je pense que je peux être très utile donc, à mon pays. Je peux me présenter à n'importe quel poste, y inclut la présidence de la République. Eddy Isango, La Voix de l'Amérique. Voilà, l'échiquier politique au Congo, c'est déjà défini, on le sait, avec aujourd'hui les élections en perspective. Si vous êtes candidat, sous quel bord allez-vous vous embarquer? Bon, actuellement, en tant que fonctionnaire international, donc, je n'ai pas d'affiliation politique. Mais je peux être considéré comme étant indépendant aujourd'hui. Mais il y a des discussions en cours avec d'autres partis qui ont pigeon sur rue en République démocratique du Congo pour que nous puissions faire un front commun. Donc ces discussions, je ne suis pas en liberté de pouvoir en parler maintenant. Donc il y aura certainement donc, un mécanisme pour que quelqu'un comme moi puisse se présenter au cas où je suis désigné pour le faire. Un front commun, mais on sait aujourd'hui, il y a presque deux tendances qui se dessinent. Il y a une tendance qui voudrait que les élections se tiennent avant la fin de l'année et une autre tendance qui voudrait, en tenant compte de ce que la CNI dit, que l'on puisse prolonger un tout petit peu. Dans quel camp êtes-vous? Vous savez, nous avons une constitution
cette constitution, elle est claire. Elle dit que les élections donc, doivent avoir lieu tous les 5 ans. Actuellement, nous travaillons dans cette logique du respect des délais constitutionnels. Moi, je me situe donc dans l'option donc, de ceux qui considèrent qu'il faudrait que la CENI double les efforts pour que nous puissions avoir les élections donc, avant la fin de cette année, telles que c'est prévu par la Constitution. Je vous propose maintenant de prendre contact avec nos studios à Kinshasa, où Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision a une question à vous poser. Bonjour Washington, bonjour Monsieur Noé Tchani. Monsieur Noé Tchani, nous avons ouï dire, et peut-être que vous allez nous le confirmer, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle et nous sommes en pleine année électorale. Alors nous voudrions savoir, parce que nous avons déjà eu à un moment, si je me trompe, en 2006, un autre candidat congolais américain qui résidait aux États-Unis, Oscar Kachala, qui est venu et qui est reparti. On n'a plus entendu parler de lui. Est-ce que Noé Tchani est-il aussi quelqu'un qui viendra et qui répartira si ça ne marche pas? Est-ce que vous avez des ancrages en République démocratique du Congo? Parce que là, nous parlons du peuple. Le peuple congolais veut savoir, est-ce que vous vous battez pour vos propres intérêts? Vous êtes aux États-Unis, vous travaillez à la Banque mondiale. Pourquoi être candidat à la présidence de la République? Et pourquoi ne pas être, par exemple, ministre des Finances? Pourquoi ne pas être, par exemple, ministre du Budget? Pourquoi ne pas mettre votre compétence comme technocrate? Et pourquoi rêver seulement à la magistrature suprême? Bonjour Paulette, et bonjour tous les auditeurs donc, de Top Congo à Kinshasa. Je vous remercie pour cette question. Je dirais ceci. En tant que Congolais, je suis très préoccupé par la situation que traverse mon pays. Comme on l'a dit donc dans l'introduction tout à l'heure, chaque fois que je reviens en République démocratique du Congo, je fais le tour de la République. Je m'en vais dans des provinces différentes. Qu'est-ce que je constate? Je fais un diagnostic qui montre que mon pays souffre d'un problème de gouvernance. Mon pays souffre d'un problème donc de manque d'infrastructures. À peine 10% de la population, ils ont accès donc à l'eau potable, à l'électricité. Les écoles, les hôpitaux ne sont pas en bon état. Donc, toute une série donc de paris de développement auxquels il faudrait faire face avec beaucoup de méthodes. Je pense que quelqu'un comme moi, qui a eu l'occasion de travailler sur plusieurs pays, non pas simplement donc en Afrique, mais également dans les Caraïbes, en Europe de l'Est, en Asie, avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir en travaillant à la Banque mondiale, je suis bien équipé que quiconque pour arriver à contribuer au développement de mon pays, mais au niveau où je peux avoir donc un pouvoir de décision. Vous savez, c'est plus facile donc de dire qu'on peut être ministre, on peut être premier ministre et qu'on sort. C'est très bien tout ça. Mais si le sommet de l'État ne peut pas donc se situer donc dans la vision de développement que j'ai définie actuellement, je pense que nous allons tourner donc en cercle. Alors pourquoi est-ce que je pourrais être donc un meilleur dirigeant de la République que ce qu'on a connu donc jusqu'à présent? D'abord, il faudrait que vous sachiez que j'ai élaboré toute une vision de développement que je vous ai présentée tout à l'heure, donc on appelle la force du changement ou bien le plan Marshall de la RDC. Donc cette vision de développement, c'est quelque chose, à ma connaissance, qui n'a jamais existé à ma connaissance. Donc je ne connais pas, quelqu'un d'autre n'a pas pu élaborer quelque chose donc, de ce genre-là. Et j'estime qu'un auteur d'un plan de ce genre pourrait être bien équipé à le mettre en œuvre que pouvoir donc le céder à quelqu'un d'autre qui ne pourra peut-être pas comprendre donc ce qui a été élaboré dans ce plan. Oui, mais justement, parce que c'est ça la grosse question. Ce n'est pas à la présidence de la République ou de la présidence de la République que ce pays est géré. C'est à la primature, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Vous êtes aujourd'hui ici aux États-Unis, vous êtes fonctionnaire de la Banque mondiale, vous dites que vous êtes ancré, certes vous allez rentrer, mais en tant que président sans gouvernement, sans coalition, comment est-ce que vous pensez pouvoir appliquer ce plan Marshall, ou en tout cas votre programme de gouvernement? Là, vous allez trop vite en besogne. Je l'ai dit tout à l'heure que si je dois me présenter aux élections, il y a des mécanismes que nous sommes en train donc, de discuter avec d'autres partenaires pour que nous puissions gagner non seulement donc, au niveau des parlementaires, mais également au niveau de la présidence. Donc je n'irai pas simplement comme un individu qui arrive, qui est parachuté donc, de Washington, qui n'a pas donc d'ancrage national. Donc vous partez, vous dites que vous êtes à ce stade, en tant que fonctionnaire international, en tant que fonctionnaire de la Banque mondiale, déjà en accointance avec certains partis sur le terrain pour qui, eux, vont appliquer vos idées. Non, je suis en discussion avec des partis pour que nous puissions choisir parmi nous la meilleure personne possible qui puisse être donc le sommet du ticket. Donc si j'arrive à me présenter, je ne serai pas simplement Noël Tchani en tant qu'individu qui débarque de Washington, qui est déconnecté donc de la réalité du pays. Je viendrai dans une équipe avec d'autres personnes. Ces personnes donc, font partie des partis politiques et nous allons nous présenter donc, à tous les échelons donc, des élections, non pas simplement présidentielles, mais également au niveau donc, des députés, ainsi de suite.
On va revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans quelques instants, mais la question, c'est qu'on a déjà entendu un discours pareil. On sait, quand l'AFDL est arrivé, même d'autres politiciens ont rejoint la scène politique, les Vital Kamerhe et autres, ont parlé de plan Maréchal. Ils ont parlé de quelque chose comme ça. En quoi votre plan est différent de ce qu'ils ont proposé? Je ne connais pas les plans que les autres avaient préparés, mais je vais vous dire donc mon plan, comment je suis arrivé à le préparer. Ce plan Marshall est basé sur plusieurs années d'expérience professionnelle, plusieurs années d'études approfondies. J'ai étudié d'abord le plan Marshall original qui a été préparé pour les pays d'Europe. Et après avoir étudié cela, j'ai pu voir donc le diagnostic de mon pays pour me dire est-ce que les conditions sont à peu près donc les mêmes ou bien exigent la mise en place donc d'un plan de reconstruction donc important qui englobe tous les secteurs. Après ce diagnostic, j'ai conçu ce plan en allant sur le terrain. J'ai été dans des endroits où il n'y a pas de route. J'ai été dans des endroits où j'ai vu des enfants qui ne vont pas à l'école. J'ai été dans des endroits où il n'y a pas d'électricité. J'ai été à Kinshasa où quand il y a l'électricité, c'est peut-être 2-3 jours donc par semaine. Il y a le principe qu'on appelle donc délestage. J'ai vu que les conditions de vie dans mon pays donc sont les plus médiocres qui puissent donc exister. J'ai vu aussi sur le terrain que mon pays, qui est classé aujourd'hui comme étant le pays le plus pauvre de la planète, est pourtant assis sur des richesses énormes, a besoin donc d'une autre vision de développement que ce que nous avons construit aujourd'hui. Alors, par rapport à tout ce que vous avez mentionné avant, je pense que j'ai élaboré donc un plan qui tienne compte donc de la situation réelle du pays, mais aussi un plan qui est basé sur l'expertise que j'ai pu développer en travaillant à la Banque mondiale pendant plusieurs années. Toutes ces personnes que vous avez mentionnées, je ne connais pas quelqu'un qui ait été donc à la Banque mondiale et qui a l'expérience donc, que moi j'ai pu acquérir. Donc ce plan est très différent de tout ce que vous avez mentionné donc jusqu'à présent. On retourne à Kinshasa, Eric Ambago pour une question. Eric Ambago, bonjour. Bonjour Washington. Noël Tchani, est-ce que vous n'êtes pas dans la science-fiction lorsque vous proposez un plan Marshall maintenant? Non, pas du tout, Eric. Vous savez, il ne faut pas donc attendre d'être au pouvoir pour rédiger donc un plan. J'ai entendu des gens qui disent non, nous allons d'abord créer nos partis politiques et puis une fois qu'on a créé les partis politiques, on va conquérir le pouvoir et après on va préparer le plan. Moi, je pense qu'on inverse les choses. Il faut commencer par avoir d'abord la vision. Cette vision, si on fait le diagnostic maintenant pour voir les partis politiques qui existent, est-ce que ces partis partagent la même vision ou pas? Si ces partis donc partagent la même vision, on peut faire blanc commun avec eux. Si ce n'est pas le cas, en ce moment-là, on peut être tenté de pouvoir aller tout seul parce qu'on a une vision et on croit que cette vision peut faire donc la différence. Donc je ne suis pas dans la science-fiction, Eric. Je vous assure que ce plan, je voudrais vous inviter à pouvoir y jeter un coup d'œil pour comprendre donc ce qu'il renferme les programmes sectoriels et ce que nous pouvons faire pour le mettre en œuvre afin de pouvoir transformer fondamentalement la vie de nos citoyens. Oui, mais dans une période de basse conjoncture, vous parlez de 800 milliards de dollars américains. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? Qui va débloquer cet argent? Sincèrement, vous êtes dans les nuages, monsieur Tchani. Non, c'est vous qui descendez trop bas. Je vais vous dire une chose, c'est que j'ai été banquier commercial et j'ai été banquier d'investissement à New York, dans les grandes banques, comme JP Morgan Chase. Renseignez-vous, vous allez voir que c'est la plus grande banque du monde aujourd'hui. J'ai été donc à la Citibank, c'est une très grande banque. J'ai été à la Banque mondiale, j'ai géré des programmes, un seul programme qui porte sur 500 millions de dollars. J'ai eu l'occasion de montrer par exemple à Christian donc hier un des programmes que j'avais géré. Donc, lorsque on veut régler les problèmes d'un pays, moi je suis fatigué qu'on puisse pouvoir faire ce que j'appelle des réformes cosmétiques. Regardez depuis 1960 jusqu'à présent. Le Congo, notre pays, la RDC, a eu plusieurs programmes mis en œuvre année après année et on se frappe sur les épaules en disant oui, nous sommes en train donc de réussir, mais à la fin de la journée, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Le Congo est classé comme le pays le moins développé de la planète. Le Congo est classé aujourd'hui comme étant le pays le plus pauvre de la planète. Alors, avec ce diagnostic-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour changer fondamentalement les choses? Je vais vous donner donc certaines notions de grandeur pour que vous puissiez voir d'où vient le chiffre, donc 800 milliards de dollars. Rien que construire le barrage Dinga, le grand barrage Dinga, ça coûtera 80 milliards de dollars, sans compter les intérêts. 80 milliards de dollars. Rien que construire donc le chemin de fer qui parte donc de Boma jusqu'à Kisangani, ou bien de Boma jusqu'à du côté pour sortir vers la Tanzanie et consorts. Ce projet est évalué à peu près donc à 75 milliards de dollars. Donc, n'ayons pas peur des chiffres. Regardons le problème en face. J'ai fait une carte avec mon équipe pour la construction donc du réseau routier couvrant tout le pays.
être en mesure de partir donc de Boma jusqu'à Kisangani par autoroute en 2 ou 3 jours, être en mesure de partir donc du bas du Katanga jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine en 2 ou 3 jours. C'est faisable. Là où nous vivons aux États-Unis, on peut partir donc d'ici à Washington où nous sommes jusqu'au Texas ou en Californie en voiture. Donc c'est très faisable, mais pour le faire, il y a un coût pour cela. Rien que la construction donc de ce réseau routier qui relie tout le pays, nous sommes dans les environs donc de 200 milliards de dollars que nous pouvons débloquer sur une période donc de 15 ans. Donc, regardons les problèmes en face et trouvons des ressources pour régler ces problèmes plutôt que de faire du cosmétique. C'est ça la raison d'être donc du plan Marshall que je propose. Oui, mais vous parlez de 800 milliards, vous parlez de 200 milliards, 80 milliards pour le barrage d'Inga. Ce barrage d'Inga que tout le monde dit aujourd'hui vouloir financer, mais que peu ont... mais pour qui peu ont sorti de l'argent à ce jour. Cet argent, 80 milliards, vous en parlez, vous dites qu'il faut être très ambitieux. Il viendra d'où? Oui, mais très bonne question. Il faut savoir pour quelles raisons les gens ne veulent pas mettre de l'argent au Congo aujourd'hui. Je vais vous donner les raisons. La première raison, instabilité politique. Manque de confiance dans le pays. Manque de bonne gouvernance. Manque d'état de droit. Manque de respect des libertés individuelles. Le pays ne marche pas. Manque d'institutions solides. C'est pour cela que j'estime que nous devons passer par les élections, mettre en place ces préalables au développement. Si nous mettons ces préalables au développement donc en place, le Congo sera plus qu'équipé à pouvoir attirer des investissements. Oui, mais les seules élections de 2016 ou les prochaines élections présidentielles vont changer l'avis qu'ont les internationaux sur la RDC? Mais bien sûr que si les élections sont crédibles... Il y a eu des élections en 2006, il y a eu des élections en 2011. On va peut-être reparler on va peut-être mettre en doute, comme certains le font, la crédibilité de ces élections, mais ce sont les mêmes hommes pour lesquels ce financement devra être concédé. Cet argent existe s'il existe. Pourquoi est-ce que, pour vous, et rien que pour vous, il sortirait ? Oui, je vais vous dire une chose. C'est une question de crédibilité, non seulement des hommes, mais des institutions qu'on met en place. Vous avez mentionné les élections de 2011. Jusqu'aujourd'hui, nous avons 2 personnes qui réclament la présidence de la République. Comment voulez-vous que les investisseurs étrangers puissent avoir confiance dans un pays où il y a telle personne qui dit qu'il est président et l'autre qui dit qu'il est président élu? Donc, rien que ça, il faut régler ce problème de façon méthodique. Deuxième chose. Et rien ne dit, d'ailleurs, puisque vous parlez des élections, rien ne dit que cela ne se reproduira pas en 2016. Aujourd'hui, on est tous là à parler dialogue, pas dialogue, il faut que ces élections soient crédibles, dans un climat apaisé. Qui dit qu'en 2016, même si vous êtes candidat, les résultats seront plus crédibles? Mais c'est pour cela que nous sommes en train tous de nous battre, non seulement au niveau du Congo, mais également au niveau de la communauté internationale, pour que les élections se passent dans de bonnes conditions et dans le calme et aboutissent à la mise en place d'un pouvoir légitimement accepté par tout le monde, mais aussi la mise en place donc d'institutions crédibles. Si nous avons ces préalables au développement, il y a lieu d'espérer pouvoir mobiliser donc des ressources non seulement intérieures, mais également des ressources extérieures. Mais je voudrais donc venir donc à la somme de 800 milliards. Vous savez, Eddy, actuellement, il est connu que la RDC a beaucoup de ressources naturelles. Je voudrais mentionner certaines de ces ressources-là. Le sous-sol congolais regorge 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. Nous avons une capacité de production d'énergie hydroélectrique de 100 000 mégawatts, s'il vous plaît. 100 000 mégawatts. Nous utilisons à peine 1700 mégawatts. Nous avons 125 millions d'hectares de terres arables, bonnes pour l'agriculture. Nous utilisons à peine 5% de cela. Nous avons des réserves de pétrole qui sont, jusqu'à présent, dont on ne connaît même pas donc le niveau et les quantités. D'ailleurs, comme l'a démontré tout récemment, la récente découverte donc, des signes de pétrole dans le parc de Virunga. Nous avons 135 millions d'hectares donc, de forêts. Et nous sommes simplement derrière le Brésil. Et on utilise à peine moins de 1% donc de cela. Avec toutes ces ressources naturelles, en plus de la population congolaise qui est estimée à 80 millions d'habitants, nous sommes un pays capable de pouvoir mobiliser donc des ressources pour mettre en valeur ce que nous avons donc comme notre sous-sol. Mais le problème que nous avons, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Le problème de leadership politique, manque de vision, mauvaise gouvernance, le problème de manque d'institutions donc stables. Alors, toute cette combinaison, un mauvais environnement des affaires, toute cette combinaison fait que nous sommes incapables aujourd'hui donc d'attirer des investissements non seulement privés, mais en plus de cela aussi à l'interne. Les ressources que nous pouvons dégager à l'interne sont détournées
pour des poches de privés. Vous savez que le président Thabo Mbeki a conduit une mission au Congo en 2013. Qu'est-ce qu'il a dû conclure à la fin de la mission? C'est la mission qu'on a appelée le panel des experts. À la fin de la mission, il a fait une déclaration que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget de l'État, mais plutôt dans des poches des particuliers. Je suis surpris que personne n'ait pris donc des mesures pour arriver donc à connaître davantage et juguler donc ce mal-là. En plus de cela, notre propre conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté, Luzolo Bambi, il a fait une déclaration donc l'année dernière, d'après laquelle chaque année, la RDC perd en moyenne 10 milliards de dollars en termes de fraude fiscale et 15 milliards de dollars en termes de détournement de fonds publics. Ça, c'est le conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la corruption. Donc, nous avons des ressources, mais qui n'entrent pas dans le budget de l'État. Ce que je voudrais faire, c'est que si on arrive à amener la bonne gouvernance, on va récupérer toutes ces ressources internes, les 85% qui sont perdus dont parle Thabo Mbeki, mais également les 10 et 15 milliards dont parle donc M. Luzolo Bambi. On mettra toutes ces ressources donc dans le budget de l'État et le pays aura suffisamment un budget costaud pour pouvoir entreprendre des programmes de développement. C'est là que nous devons donc situer donc la bataille, c'est là que nous devons donc situer notre lutte, plutôt que de commander de l'argent donc chaque année en allant chez les bailleurs de fonds, alors que les ressources internes n'entrent pas donc dans le budget de l'État. Donc le plan Marshall que je propose cherche à pouvoir donc régler ces problèmes donc de gouvernance donc interne, pour que les ressources aillent dans le budget de l'État et que ces ressources donc soient orientées vers le développement. Donc les 800 milliards, une grande portion viendrait donc de ces ressources intérieures. Il n'y a que le reliquat que nous pourrons donc mobiliser auprès des bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, mais également auprès des investisseurs directs étrangers qui viendraient en RDC si et seulement si nous avons la stabilité politique et nous avons un bon environnement des affaires. L'environnement des affaires que nous avons aujourd'hui, il est dégueulasse. Il ne permet pas à qui que ce soit de venir investir donc dans le pays. Ceux qui viennent investir donc dans le pays sont des spéculateurs qui viennent pour pouvoir donc faire un coup, mais sachant très bien qu'ils peuvent repartir donc à tout moment parce que la situation n'est pas stable. On a bien suivi vos chiffres, 15 milliards, Thabo Mbeki, 10 milliards, Luzolo Bambi, ça fait 25 milliards, sur 15 ans, 375 milliards. Je sais que vous allez sûrement parler des faits d'entraînement, mais je fais d'abord, avec vous, avec votre autorisation, revenir sur la crédibilité des futures institutions. Aujourd'hui, on souhaite des élections crédibles, des élections transparentes. Aujourd'hui, pour tout cela, le président Kabila, avec la communauté internationale, résolution 2277 de l'ONU et aussi accord d'Addis Abeba, parle de dialogue. Faut-il aller à ce dialogue pour que ces élections se passent dans un climat plus apaisé, que personne, à l'issue du scrutin, ne puisse en contester les résultats ? Oui, je vais répondre à la question sur le dialogue, mais je voudrais juste corriger sur les chiffres. Les chiffres, tout à l'heure, quand je parlais des 10 et 15 milliards, ces deux chiffres sont sortis de la bouche de Luzolo Bambi. Non, 15 milliards, ce serait à peu près... Les deux. 10 milliards en termes de fraude fiscale et 15 milliards en termes de détournement de fonds publics. On les met ensemble, on a déjà 25 milliards. Les 25 milliards plus les 9 milliards que nous avons donc de budget national, on est déjà dans un budget donc qui avoisine 34 milliards de dollars. Mais un budget qui ne sera pas le plan Marshall. Entre-temps, l'État doit continuer de tourner. Ça, on ne va pas tout embloquer dans le plan Marshall. C'est juste pour vous montrer l'étendue donc des détournements des ressources que nous avons à l'interne qu'on n'arrive pas à mettre dans le budget national. Mais au-delà de ça, comme je vous ai dit, Thabo Mbeki a estimé que 85% des ressources provenant des revenus donc de miniers n'entrent pas dans le budget de l'État. C'est là que nous devons mener la bataille. Vous avez suivi les déclarations la semaine dernière de ce qu'on appelle Panama Papers. On découvre qu'il y a des comptes donc à l'étranger, des individus de Congolais, des autorités congolaises, de sociétés qui font des affaires donc au Congo. Pourquoi il y a ces comptes donc à l'étranger? C'est parce qu'il y a des ressources publiques qui devaient être dans le budget de l'État qu'on cache à l'extérieur. Dans le cas présent, en tant que pays, je pense que nous devons demander aux autorités congolaises, le procureur général de la République, mais également au Parlement, de pouvoir interpeller toute personne qui est citée dans ces choses-là pour pouvoir comprendre exactement pourquoi il y a nécessité à garder des sociétés enregistrées donc dans les paradis fiscaux ou bien à pouvoir garder des ressources donc à l'extérieur alors que le pays en a besoin. Revenons sur les élections crédibles, revenons sur ce dialogue. Oui, maintenant la question que vous avez posée sur le dialogue. Je suis favorable au dialogue. Pourquoi? Regardez, depuis 2011, notre pays est bloqué. Il est bloqué pourquoi? Il y a eu des élections qui se sont terminées à queue de poisson. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux personnes qui réclament la présidence. Et si M. Kabila est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il a la force de l'armée.
M. Tshisekedi n'a pas abandonné donc sa demande légitime pour pouvoir donc avoir l'impérium. Comment est-ce qu'on arrive à régler ce problème? On ne peut pas aller dans une autre élection tant que ce problème n'est pas résolu. En plus de cela, aujourd'hui, la CENI nous dit qu'on n'a pas des moyens pour pouvoir organiser les élections donc dans les délais. En plus aussi, j'ai pu rencontrer le président de la CENI ici qui m'a dit qu'il faudrait compter pratiquement une période donc de 16 mois pour arriver à faire les travaux préparatoires, notamment l'enrôlement des nouveaux mineurs, des nouveaux majeurs, enlever donc les décès qui sont intervenus depuis 2011 jusqu'à présent donc du fichier électoral et consorts. Alors, moi, je pense que c'est faisable de pouvoir travailler d'arrache-pied pour que les élections aient lieu dans les délais. Comment? C'est que la CENI est en train de proposer 16 mois. Comment est-ce qu'on peut réduire cela? Si ce travail peut être fait par, disons, 50 personnes qui vont aller d'une province à l'autre pendant 16 mois, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas multiplier le nombre de personnes par 5? Ça ne va pas diminuer, ça va pas diviser par 5 la durée, parce qu'il y a les impondérables, il y a des impondérables, mais moi je pense que la contrainte que la CENI doit travailler avec, c'est que les élections doivent avoir lieu dans les délais constitutionnels. Ça, c'est la contrainte. Maintenant, ils doivent se débrouiller pour pouvoir faire tout le travail dans ce délai-là. Oui, mais au cas où il n'y a pas de délai, parce qu'elle le dit déjà, il n'y a pas de délai. Elle l'a dit ici aux États-Unis, où Corneille Nangaa, vous l'avez vous-même rencontré. On fait quoi? Dialogue? On discute? Non, le dialogue ne doit pas aller, on ne doit pas aller dans ce dialogue avec l'idée qu'on va aller changer la Constitution. On va dans le dialogue pour baliser les conditions pour aller donc aux élections dans de bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de contestation après et qu'on sort. Mais le respect des délais constitutionnels doit être une condition sine qua non parce que c'est ça la Constitution. C'est comme les Romains disent, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. On doit respecter cette loi. Si on commence à tripatouiller la Constitution, année après année, chaque fois qu'il y a donc des élections, on n'a plus de constitution. Et ça, c'est un élément qui peut apporter donc l'instabilité dans le pays parce que tout celui qui n'est pas content, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les armes, commencer les rébellions. Alors, pour éviter tout ça, respectons la Constitution et travaillons donc dans le cadre de la Constitution pour que les élections aient lieu donc dans de bonnes conditions, ayons le dialogue pour baliser le terrain, mais sans toucher à la Constitution et aux prérequis donc de cette Constitution. Eddy Sango. On le sait, d'autres plateformes de l'opposition, comme les G7, comme la dynamique de l'opposition, récusent les facilitateurs désignés par l'Union africaine. Et aujourd'hui, 33 organisations de la société civile estiment que M. Edem Kodjo ne garantit pas que la résolution 2257 des Nations Unies qui exige que les dialogues se tiennent dans le respect de la Constitution. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, j'ai suivi, par exemple, le groupe que vous appelez donc G7, j'ai compris qu'il propose, parce qu'il ne faut pas simplement s'opposer, il faut proposer. Alors j'ai compris qu'il propose ce qu'ils appellent la tripartite. La tripartite qui va venir s'occuper donc de baliser le terrain avant les élections, mais en respectant la Constitution. Honnêtement, je ne comprends pas la différence entre cette tripartite qu'il propose et le dialogue que nous autres nous soutenons. Moi, je pense que lorsque des individus qui ont des points de vue différents se mettent autour de la table pour trouver une solution à un problème, ça s'appelle dialogue. Maintenant qu'on appelle ça consultation, qu'on appelle ça tripartite et qu'on sort, tant que les préalables que nous avons, c'est lesquels? Qu'on respecte la Constitution et que les élections se tiennent dans les délais, moi, c'est ça la logique que je voudrais suivre. Mais cette Constitution demande que les élections se fassent avant décembre 2016. Oui. Et pourquoi on n'a pas préparé tous ces travaux depuis longtemps jusqu'à présent? C'est parce qu'on veut organiser le glissement. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Il faudrait que nous travaillions avec cette contrainte pour que les élections aient lieu donc, dans la période qui est prévue par la Constitution. Sinon, comme je l'ai dit, on n'a plus de Constitution. Pour vous, aller au-delà de 2016 n'est pas violer la Constitution? Non, on ne viole pas la Constitution lorsqu'on ne va pas aux élections, lorsqu'on va aux élections donc dans les délais qui est prévu. La Constitution de la RDC prévoit que les élections présidentielles ou législatives ont lieu tous les 5 ans. Alors, on a eu les élections en 2011. La prochaine étape, c'est les élections donc en 2016, en décembre ou en novembre, pour que le nouveau chef de l'État, par exemple, soit mis en place ou inauguré au plus tard, donc le 20 décembre. Donc, il faut qu'on respecte cette Constitution et tant que cela est respecté, il n'y a pas de violation de la Constitution. Aujourd'hui, la polémique est autour de l'article 70 de la Constitution qui dit que les chefs de l'État en place, les chefs de l'État resteront en place jusqu'à ce que
jusqu'à l'installation du nouveau président. Oui, mais en fait... Mais vous savez très bien, vous allez comprendre la réponse que je vous donne parce que nous vivons aux États-Unis où il y a donc ce genre de pratiques-là. Ici, quand on a des élections, on proclame le nouveau chef de l'État au mois de novembre. Et quand on le proclame au mois de novembre, la tradition veut qu'il entre en fonction au mois de janvier. On fait une cérémonie solennelle pour que tout le monde entier, non seulement les Américains, mais également le monde entier, sache qu'il y a maintenant un nouveau chef de l'État. Il peut y avoir que peut-être qu'il a neigé et qu'on n'est pas à mesure de faire l'inauguration du président le jour qui était prévu. Ça peut être reporté donc d'une journée ou de 2 jours, ou ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait donc inauguration donc, du nouveau président élu, l'ancien président reste en fonction. Mais il n'est pas dit que vous pouvez être président de la République, vous refusez d'organiser les élections, vous refusez de donner donc des moyens à la Commission électorale nationale indépendante. Comme ça, à la fin donc, de votre mandat, vous allez dire donc on n'a pas pu organiser des élections, je vais rester là-bas encore pour une dizaine d'années. Ça ne marche pas comme ça. Donc, mon interprétation de cet article, sans être donc un juriste, c'est que c'est prévu simplement que la personne va rester en poste jusqu'à ce que le président qui a été élu et que les élections aient eu lieu donc dans les délais, ce président va entrer donc en fonction lorsque, à une date donc qui est prévue, comme ça donc l'ancien président s'en va et le nouveau président entre en fonction. Je voudrais vous inviter à regarder l'exemple sur le plan africain. Ce qui s'est passé au Bénin la semaine dernière, c'était beau. Le président Thomas Boni Yayi, qui est un ami personnel, il a dû organiser des élections après les 2 termes qu'il a passés à la tête donc du Bénin, et j'ai vu qu'il a embrassé donc le président Patrice Talon, et les deux n'étaient pas de très bons amis. Mais ils se sont embrassés, ils se sont dit au revoir, et c'est comme ça que les choses doivent se passer dans une société organisée. C'est ça qui crée donc les conditions de stabilité d'un pays. Mais ces histoires-là de pouvoir changer les choses toujours par la force des armes, il est important que mes compatriotes arrivent à comprendre que nous devons évoluer pour que le Congo se mette dans le concert des nations et qu'on commence à faire des choses donc normalement. On retourne à Kinshasa où Paulette Kimuntu a une question pour vous. Et par rapport aux élections, comme vous le savez, je ne sais pas, cette année, on a ouvert le champ aux Congolais de l'étranger qui vont élire normalement, qui vont participer aux élections. Alors on se pose la question, vous là-bas aux États-Unis, c'est par comment vous vous organisez pour ces élections? Parce que cette question de double nationalité, M. Noé Tchani, pose énormément de problèmes. Et moi, j'ose vous poser cette question clairement. Noé Tchani est-il américain? Parce que nous entendons, on le sait que dans notre pays, cette histoire de double nationalité, il y en a qui ont des passeports dans la poche et qui nous brandissent 2 fois le passeport congolais. Est-ce que Noé Tchani est-il américain? 25 ans aux États-Unis sans être américain, on se pose la question. Vous n'oubliez pas une chose, que Noé Tchani se trouve dans une situation particulière. Je suis fonctionnaire international. Donc, en tant que fonctionnaire donc, international, je n'ai pas besoin donc de pouvoir changer la nationalité pour adopter donc la nationalité américaine. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, en ce qui concerne donc les Congolais d'une façon générale, aux États-Unis ou un peu partout donc à l'étranger, cette question de double nationalité, honnêtement, ça fait beaucoup de tort à la République démocratique du Congo. J'étais parti, d'abord, comment est-ce qu'on s'organise ici? Vous avez compris, peut-être vous avez entendu que je pars d'une communauté congolaise à l'autre pour essayer donc d'expliquer le plan Marshall, pour avoir donc l'adhésion de mes compatriotes congolais. J'ai été à Liège, à Bruxelles, à Toronto, à Ottawa, à Dallas, au Texas. J'ai été en Caroline du Nord, donc à Charlotte, à Raleigh, un peu partout. Donc j'essaie de mobiliser les Congolais déjà dans la diaspora. Et je vais vous dire que j'ai beaucoup appris. En prenant contact avec toutes ces communautés, j'ai trouvé que tout le monde est très intéressé par la même chose, l'avenir de la République démocratique du Congo. On peut sortir du Congo, mais on ne sort jamais le Congo de son cœur. Donc on reste attaché au pays et on veut que le pays puisse bien marcher. Donc tous ces Congolais qui sont à l'étranger, ils ont été forcés d'aller à l'étranger par manque d'opportunités donc dans notre propre pays. Créons des conditions pour que tout le monde puisse revenir, ceux qui veulent venir, pour qu'ils puissent contribuer au développement du pays. Et ça, les ressources humaines, c'est quelque chose de très important. Maintenant, comment est-ce qu'on s'organise? Moi, je pense que c'est aux autorités congolaises de dire clairement comment ils veulent que les Congolais de l'étranger puissent participer à ça. Par exemple, qu'on dise que la CENI donne la permission aux ambassades, donc que les gens puissent s'enregistrer pour avoir les cartes d'électeurs. Quand on fera ça, vous allez voir qu'il y aura donc des lignes de Congolais devant les ambassades pour arriver donc à s'enregistrer. Mais jusqu'à présent, on en parle et je n'ai pas vu cela. Il n'y a pas encore eu d'enrôlement à ce niveau-là. Alors, la deuxième chose en ce qui concerne la double nationalité, je vais vous dire une chose, une expérience personnelle que j'ai eue quand je suis parti parler donc à Tampa Bay en Floride. Il y avait beaucoup de gens dans la salle. Et soudainement, je vois à la fin de la conférence 2 enfants, 2 jeunes filles.
âgés de 8 à 9 ans, qui viennent et qui prennent le micro et qui disent qu'ils veulent me poser une question. C'était une surprise. Elles prennent donc le micro et ils me demandent, lorsque vous allez devenir président de la République, est-ce que vous allez nous permettre de rentrer au Congo? C'est des enfants qui posent des questions à leur propre terme. Ce qu'elles voulaient dire, c'est quoi? Ils m'ont dit que leur père est congolais, leur mère est congolaise, mais elles n'ont pas la possibilité de rentrer au Congo quand elles veulent parce qu'il faut que leurs parents demandent des visas auprès de l'ambassade ici et ça coûte extrêmement cher et par conséquent, ça les empêche de pouvoir rentrer au Congo quand ils veulent. Mais mettons-nous à la place de ces enfants. Ils n'ont pas choisi de naître aux États-Unis. Ils sont nés ici simplement parce que leur papa, leur maman habitent ici ou travaillent ici. Mais c'est des enfants donc de père et de mère congolais. Alors, moi, je vois que la loi congolaise qui dit qu'on peut être congolais quand on est de père ou de mère congolais doit s'appliquer. Les Américains s'en foutent éperdument que quelqu'un aille à l'étranger et ait une nationalité étrangère. Le Congo devait aussi faire la même chose. Tant que l'enfant est né d'un père congolais ou d'une mère congolaise, qu'il soit né au Congo, qu'il soit mis à l'étranger, c'est une ressource humaine congolaise. Il faut la préserver. Et surtout que ces enfants ont accès à l'éducation dans de bonnes conditions. Donc ici, quand ils arrivent donc à l'âge de travailler, je souhaiterais les attirer au plus possible donc au pays. Donc, la question de la double nationalité, je voudrais qu'elle soit réglée le plus rapidement possible. Je ne sais pas où se trouve notre Parlement, mais on devait traiter cette question-là le plus rapidement possible pour ne pas perdre donc beaucoup de Congolais, à peu près 8 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, mais qui sont donc dans un trap parce que le pays les refuse alors qu'eux, ils veulent continuer donc à être Congolais. Oui, mais qui dit que les Congolais du Congo ont envie de cette double nationalité? Quand on en interroge un nombre important, on se rend compte qu'il n'empêche pas les Congolais de l'étranger, les Congolais de la diaspora de rentrer, mais il y a une crainte de cet étranger et il y a une coutume qui veut que la nationalité soit unie, indivisible. Puisqu'on doit être aussi à l'écoute de ce peuple, qu'est-ce qui vous fait croire que le Congolais lambda a envie de cette double nationalité? Bon, le Congo n'est pas seul pays sur cette planète. Il faut qu'on regarde ce qui se passe sur le plan international avec d'autres pays. Aujourd'hui, vous savez, ceux qui refusent que les Congolais de l'étranger puissent avoir la nationalité, c'est des gens qui sont dans ce pays-là et qui ont donc des petits privilèges, qui pensent que les gens qui viendraient de l'étranger sont très qualifiés, ils vont prendre donc leur poste et par conséquent, il faut les exclure. Moi, je crois que cette mentalité-là ne va pas nous avancer. Il faut qu'on reconnaisse que beaucoup de pays, même des pays africains, vous savez, moi je connais quelqu'un qui est un grand homme d'affaires, étranger, israélien, qui vient à Kinshasa. Et quand il arrive là-bas, il prétend avoir donc le passeport congolais, il est donc congolais au Congo. Et vous croyez que quand il rentre chez lui en Israël, il n'est pas israélien? Alors, pourquoi laisser ce genre d'individus-là venir prendre avantage donc de la situation donc du Congo, alors que les Congolais, on empêche qu'ils puissent donc se développer. Les enfants qui sont nés ici, ils sont américains parce qu'ils sont nés donc aux États-Unis, ils n'ont pas de choix. Mais ils sont congolais parce qu'ils mangent le foufou, ils écoutent la musique congolaise, ils grandissent avec leur famille et ils veulent aussi rentrer au Congo comme tout le monde. Et d'ailleurs, il y en a qui terminent et qui vont à Kinshasa pour aller s'installer là-bas. S'il vous plaît, ouvrons les portes, soyons inclusifs plutôt qu'exclusifs. Et que dites-vous de la problématique de la sécurité? On sait que, surtout dans l'Est, au niveau des frontières, il se pose un problème avec les convoitises des voisins qui, on le sait, posent des problèmes au Congo. Vous savez, on ne peut pas faire des règles simplement à cause d'un pays voisin. Il faut qu'on fasse des règles de ce que notre pays veut devenir. Nous sommes 80 millions. De tous les pays voisins, nous sommes le pays le plus peuplé. C'est-à-dire que si nous arrivons à nous organiser, déjà au niveau du leadership congolais, qui ait la volonté, qui ait la paix, la sécurité, qu'on puisse réformer l'armée et la police et les services de sécurité, qu'on puisse donc sécuriser donc tous les Congolais sur le territoire congolais et qu'on ait des lois, un état de droit que tout le monde respecte. Vous allez voir que la question d'un voisin qui est venu de là parce que il est venu, bon je ne vais pas citer donc les pays, il est venu donc d'un pays voisin, il arrive donc à Kinshasa. Et d'ailleurs, moi je souhaiterais que le Congo soit ouvert le plus possible pour qu'on puisse attirer les meilleures ressources humaines possibles. La politique américaine aujourd'hui consiste à quoi? On donne ce qu'on appelle donc les visas de loterie. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on considère que chaque personne qui a été formée, qui a étudié donc jusqu'à la fin de l'université, on a investi dans cette personne-là à peu près $500 000. Maintenant, plutôt que le gouvernement américain donc passe
son temps à dépenser de l'argent pour former tout plein de gens. On préfère recruter des gens qui ont été formés ailleurs, dans lesquels les gouvernements étrangers ont investi. On leur donne des visas de loterie et quand ils arrivent aux États-Unis, devinez quoi? Ils ne font même pas le travail qui est donc au niveau où ils avaient été formés donc dans leur pays. Ils vont travailler dans les plantations, dans des petits magasins, des histoires de ce genre-là. Donc la politique américaine qui consiste à attirer donc des ressources humaines de qualité. Pourquoi le Congo démocratique ne pourrait pas donc le faire? Donc moi, je souhaiterais que le Congo puisse regarder dans ce sens-là, qu'on crée donc les conditions donc de compétition intérieure, qu'on ouvre les portes, qu'on attire des Congolais qui sont à l'extérieur. S'il y a des étrangers qui veulent vivre chez nous, tant mieux, ils peuvent venir. Qu'on soit clair donc dans les conditions qu'ils doivent donc remplir. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on devrait donc être, enfermés sur nous-mêmes, établir donc et murs donc aux frontières pour empêcher que les gens des pays voisins donc viennent. Pas du tout. Je crois que nous devrions, par exemple, dans le cadre donc de l'intégration régionale, développer donc des programmes de coopération économique qui permettent donc aux Congolais, non seulement au Congo, de vivre mieux, aux étrangers qui veulent venir des pays voisins, qui veulent venir s'établir au Congo en respectant donc nos lois, ils peuvent venir, mais aussi qu'on permette aux Congolais qui veulent aller vivre aussi dans les pays étrangers, dans les pays limitrophes, qu'ils aillent. Je crois que c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Regardez par exemple entre les États-Unis et le Canada. C'est comme ça que ça se passe. Les pays européens, c'est la même chose. Donc soyons inclusifs plutôt qu'enfermés sur nous-mêmes. Merci à Eddy Sango de La Voix d'Amérique. Merci à Kinshasa, à Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision, à Eric Ambago de Top Congo FM pour avoir participé depuis les studios de Top Congo FM à ce Top Press qui reçoit Noël Tchani. Alors, 2-3 petites questions avant de se quitter. Viendra et repartira? C'était la question de Paulette Kimuntu, vous n'y avez pas répondu? Oui, j'ai bien suivi. D'abord, je trouve que c'est dommage lorsque les gens considèrent que quand il y a un individu qui est venu de la diaspora et qui a fait une erreur, donc toute la diaspora doit pouvoir payer de ses péchés. Et je pense que ce n'est pas juste. D'abord, je voudrais vous dire une chose, que Oscar Kachala n'a pas participé à la mauvaise gouvernance du pays. Il est venu, il a tenté son expérience, il a voulu se présenter aux élections, ça n'a pas marché. Bon, je ne connais pas les conditions dans lesquelles il est parti de là. Il y a même des événements qui se sont passés dans sa famille que beaucoup de personnes ne savent pas. Moi, j'ai parlé avec Oscar Kachala et j'ai découvert qu'il avait perdu un fils. Et c'est une information que beaucoup de gens n'ont pas. Qui pouvait ne pas être déstabilisé par un acte de ce genre là-bas? Un enfant qui avait 29 ans. Alors, je ne vais pas parler de ça parce que c'est des choses qui font très mal. Mais en ce qui me concerne en tant que Noël Tchani, si je viens en République démocratique du Congo, je vais me présenter aux élections pour gagner. Je vais gagner, je vais diriger la RDC et je vais mobiliser la meilleure équipe possible pour transformer fondamentalement la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et si nous le faisons, je n'ai pas besoin de revenir ici. Et 2, si je n'arrive pas donc à gagner, je vais rester en République démocratique du Congo, je vais vivre avec les miens et j'irai peut-être m'établir en Ngandajika pour participer au développement donc de Ngandajika. C'est là que je tenais. Et qu'est-ce qui nous fait croire que vous, différemment de ceux qui sont passés avant vous, croyez et ferez ce que vous dites? La question que vous me posez est intéressante. Vous savez ce que les Occidentaux donc disent. Ils me posent souvent la question, qu'est-ce qui fait que moi, Congolais, on peut me croire alors qu'on ne croit pas donc dans tous les autres Congolais? Alors, moi, je vous dis, je vous donne ma parole d'honneur. Noël Tchani, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais participé à la mauvaise gouvernance de mon pays, je n'ai jamais commis des crimes dans mon pays, je n'ai rien à me reprocher. Donc, je peux rentrer chez moi, vivre en paix, je n'ai pas besoin de me cacher où que ce soit. Merci à Salwa Jafari, à Lionel Gaïma, à Roger Muntu et à toute l'équipe de la VOA Afrique d'avoir rendu possible ici à Washington la réalisation de cette émission. À Kinshasa, les moyens techniques ont été réalisés par Didi Binsika, Amina Mouchegira et Patricia Zinga étaient à la production. Merci à vous, Noël Tchani, d'avoir répondu à notre invitation. Prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine à Kinshasa avec l'UDPS Félix Tshisekedi. Vous retrouverez cette émission en version vidéo sur YouTube dès ce samedi, mais aussi sur vos télévisions habituelles, B1, Congo Web, Numérica, RTVS 1, Amen TV, Sango Malamu, Kin 24 et Mwangaza Télévision à Lubumbashi. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. À la semaine prochaine. Le Top Press avec Christian Loussakweno.